Merci Aurélie. Bonjour, bonjour à tous. Écoutez, moi, je voudrais juste commencer par remercier déjà Aurélie et l'association pour l'initiative qui a été mise en place. Je trouve que c'est très intéressant et on n'a pas forcément tous l'occasion en tant que partenaire de pouvoir se présenter, prendre un petit peu de temps ensemble. Donc c'est très bien. Juste en deux mots, donc Meraves, moi j'ai souhaité échanger avec vous, vous présenter cette structure, ce fonds d'investissement qui est dédié à la croissance bleue, qui est filiale 100% Banque Populaire Crédit Maritime. Juste en deux mots, pourquoi nous avons rejoint Respect Océan il y a à peu près un an et demi maintenant. Très clairement, l'histoire de maritime est très liée au Crédit Maritime, bien évidemment, Banque Populaire. On a une forte conviction sur le potentiel des activités maritimes et une conviction aussi très très forte que ce développement doit se faire de façon responsable si on veut qu'il soit durable. Et je pense que ça fait partie de ce que souhaite pousser l'association. Donc c'est parfait, c'était normal qu'on s'adjoigne à cette initiative. Meravest, comment financer son projet dans l'économie maritime. Alors moi, je suis pas pour là vous parler, même si mon expérience est essentiellement une expérience de banquier. Je suis pas là pour vous parler de la partie bancaire ou du financeur que font très bien Banque Populaire et Crédit Maritime, mais vraiment pour parler du fonds d'investissement, au-delà du rôle traditionnel du banquier, ce qu'on peut mettre en place justement pour venir en soutien de fonds propres sur les projets, sur les entreprises, avec une idée d'avoir un effet de levier, bien évidemment, pour financer les projets. Quelques mots sur le capital investissement. Comme je le rappelais tout de suite, c'est essentiellement d'apporter des fonds propres, on verra sous quelle forme, à une entreprise, quelle que soit sa phase de vie, dans, dans son développement. On retrouve plusieurs formes de capital, capital fonds d'investissement, le capital innovation, où là on va intervenir très en amont au niveau des startups dans leur développement, du capital développement, où là l'entreprise est en phase de croissance, du capital transmission, ou dans le cadre soit d'opérations de croissance externe ou de rachat d'entreprise, on va pouvoir également intervenir. Et il y a une quatrième forme qui est un peu moins répandue, ce qu'on appelle le capital retournement, où là, les fonds d'investissement vont intervenir dans les entreprises potentiellement en difficulté, mais qui néanmoins présentent des capacités à se resituer. Meravest, aujourd'hui, nous, on est essentiellement un fonds de capital développement. Donc, on va intervenir sur la partie entre l'amorçage et ce qu'on appelle le capital risque. Donc les entreprises, soit elles se retrouvent en R&D, donc on est en phase de prototypage. Donc pour ceux qui connaissent un peu les références liées au TRL, là on va être plutôt en phase 4-5. Et Meraves, on est plutôt sur des entreprises qui sont entre un niveau de TRL entre 7 et 9. Donc des entreprises qui ont déjà une validation technique de leurs produits et qui ont une validation aussi marché sur le produit, où on sent qu'il y a une réelle appétence. Les différents acteurs qu'on va retrouver, le plus en amont, c'est souvent des business angels qui vont accompagner, soit autour d'un environnement familial, un environnement amical, ou des structures dédiées, souvent des chefs d'entreprise. On y retrouve d'ailleurs quelques structures dédiées au monde maritime, je pense notamment à Meraves et Merangels, pardon, à Merangels, qui est un regroupement de business angels, et notamment sur le domaine maritime. On y retrouve ensuite des fonds plus de capital amorçage. On va être sur des tickets moyens à partir de 100 000 euros jusqu'à 4 ou 5 millions d'euros. Ensuite, des structures de capital risque. On a des fonds généralement qui sont beaucoup plus importants. On va aller chercher à lever entre 1 et 10 millions d'euros sur le marché du capital risque. Donc très clairement, nous, on se situe à ce niveau-là, entre la partie amorçage et la partie risque. Aujourd'hui, on verra, on a un fonds qui est doté de 10 millions d'euros pour sa première tranche, et on a validé le principe de dédier
à peu près 20%, 20-25% sur de l'amorçage. Donc là, on va s'intéresser, y compris à des jeunes entreprises en mode startup. Donc Meravest, comme je le disais tout à l'heure, filiale 100% du groupe Banque Populaire Crédit Maritime, qui juridiquement est une même entreprise avec deux marques. On intervient essentiellement, comme vous le verrez, sur le territoire du Grand Ouest, qui est le territoire couvert par la banque. Donc quand on parle du Grand Ouest, ce sont les Pays de Loire, la Bretagne et l'ex-Basse Normandie. Et c'est un fonds qui est dédié 100% sur la croissance bleue. Alors quand on parle de croissance bleue, voilà les domaines d'intervention qu'on va pouvoir embarquer sans faire de jeu de mots avec nous. Alors on a à la fois des activités historiques que connaît très bien le Crédit Maritime notamment et Banque Populaire également, notamment à travers la pêche. Et il y a beaucoup de projets aujourd'hui, on y reviendra après tout à l'heure dans la présentation, liés au vieillissement, notamment de la flottille de pêche en France, qui a un peu plus de 30 ans. On a tous les sujets liés aux cultures marines et l'aquaculture, alors qui pour certains sont des activités historiques, mais qui pour d'autres sont des activités émergentes. On pense notamment à tout ce qui est algoculture, tout ce qui est pisciculture également sur notre territoire. On a tout ce qui est industrie, l'industrie navale, la grande plaisance, et on a sur ce territoire également beaucoup d'entreprises importantes et également de start-up, de nouvelles entreprises sur les sujets. On y retrouve également tout ce qui est tourisme côtier. Le tourisme côtier fait partie des activités que nous pouvons accompagner dans le cadre de la croissance bleue, l'aménagement du littoral, bien évidemment. On aurait pu y rajouter tout ce qui concerne les activités portuaires et d'autres activités parallèles, je pense notamment des cabinets d'ingénierie qui œuvrent dans le domaine maritime, mais pas uniquement, puisqu'ils peuvent être parfois sur d'autres sujets. Et au-delà, nous avons les activités émergentes, la nouvelle économie bleue, où là, on va retrouver des sujets liés aux EMR, les énergies marines renouvelables, et les biotech marines, qui, de façon identique sur notre territoire, représentent un enjeu de développement relativement important à aujourd'hui. Les modalités d'intervention d'un fonds tel que le nôtre, comme je vous le disais, on est sur le territoire du Grand Ouest, avec une puissance à aujourd'hui de 10 millions d'euros. On va cibler essentiellement la PME, voire TPE, avec des interventions entre 150 et 750 000 euros en un ou deux tours de table, comme on les appelle. Et on va pouvoir intervenir soit directement au capital, donc en action auprès des actionnaires, sous forme obligataire, qu'on peut imaginer, pourquoi pas en compte courant, sachant que là c'est plus des solutions temporaires dans l'attente de rentrer au capital. Ce qui est important et ce qui m'intéressait aussi de pouvoir peut-être partager avec vous, au-delà d'une présentation un petit peu académique du fonds d'investissement, c'est comment nous, en tant qu'investisseurs, nous analysons les projets. Alors, il y a trois grands thèmes qui sont, d'ailleurs, et le classement tel que je l'ai fait n'est en rien lié à l'importance. Le premier, c'est le projet, le couple produit-marché. Où en est le produit, quelle technique va-t-on développer, est-ce qu'il y a un marché, est-ce que ce marché est suffisant pour que vive l'entreprise, est-ce que le modèle économique est présent, comment il est imaginé par l'entreprise. Donc ça, c'est un des premiers points qu'on va être amené à regarder. Le deuxième, bien évidemment, c'est qu'on va rentrer un petit peu dans les chiffres. On va rentrer un petit peu dans les chiffres et sur le business plan, sur le plan de financement, comment on imagine demain par rapport à la structure d'entreprise qu'on va créer, par rapport à son organisation, comment on va faire vivre son entreprise. Très clairement, on peut avoir le plus beau des projets, si économiquement il n'est pas viable, il restera à l'état, souvent il restera à l'état de projet. Donc il faut absolument que les projets qu'on puisse accompagner, qui puissent se développer, soient financièrement viables et assurent une rentabilité pour l'entreprise. Bien évidemment, dans cette partie, en fonction de de l'âge de la société, où elle se situe dans son cycle de vie, on parlera aussi de valorisation de l'entreprise, compte tenu de la technicité qui a été développée, compte tenu du potentiel qu'on imagine de l'entreprise. Et le troisième élément, il n'est pas des moindres, même si j'en parle au dernier, c'est les hommes. Les hommes qui vont constituer le projet. Alors bien évidemment, le porteur du projet,
ou l'entreprise, si on est déjà dans une entreprise organisée, mais si c'est tout son environnement, ce qu'on appelle souvent, ce que moi j'aime appeler les sponsors, qui vont être autour de l'entreprise. Souvent, quand on est face à nous avec une start-up, ben, le porteur du projet n'a pas forcément toutes les cordes à son arc pour maîtriser à la fois des sujets liés au financement, liés au marketing, liés au commercial ou liés à la technologie. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il puisse s'entourer autour de lui, de sachants, de personnes d'expérience qui peuvent justement l'accompagner dans dans cette, dans cette aventure de création d'entreprise, si on est dans la création d'entreprise. Et un point qui est important, bien sûr, c'est qu'on comprenne exactement où on veut y aller. Demain, si on est actionnaire d'entreprise, c'est important qu'on travaille en toute transparence, en clarté, en honnêteté avec l'entreprise qu'on souhaite accompagner. Donc, qui dit accompagnement, une fois qu'on a validé notre conviction d'accompagner ce projet, d'accompagner l'entreprise, on est au plus près, en tout cas on souhaite être au plus près. Bien évidemment, on ne sera jamais dans l'opérationnel. C'est pas l'objet du fonds d'investissement, c'est pas l'objet de Meravest d'être dans l'opérationnel. Moi, j'ai souvent l'humilité de penser qu'on ne connaît rien à la partie opérationnelle. Par contre, on peut accompagner, et c'est là notre rôle, au-delà de l'aspect purement financier, d'apport de fonds, c'est d'accompagner l'entreprise sur des sujets à la fois financiers, sur des sujets qui vont lier au partage des grandes décisions stratégiques de l'entreprise, créer des synergies qu'on peut avoir entre les différentes sociétés qu'on connaît, le réseau qu'on a aussi pu tisser dans toutes nos relations, et donc pour au final partager le même but avec l'entreprise, avec l'actionnaire fondateur, le dirigeant fondateur, c'est de permettre le développement de l'entreprise et donc de valoriser cette entreprise. Alors pour illustrer, au-delà de quelques grandes thématiques, moi je voulais partager avec vous les investissements Meravest à un peu plus d'un an et demi aujourd'hui. On l'a créé, ce fonds a été créé en juin 2018. Donc vous partagez un petit peu les sociétés qu'on a pu accompagner aujourd'hui. Sur la droite de votre écran, vous voyez un autre fonds, Lito Invest, dont je m'occupe aussi parallèlement, je dirais de façon moins opérationnelle, mais parallèlement, qui a accompagné cette entreprise. Alors, il faut savoir que ces deux fonds, Meravest et Lito Invest, on a pris l'option d'être accompagné par une société de gestion qui s'appelle Go Capital, qui n'a pas de lien juridique, mais sur lequel on va aller chercher de la compétence et ils vont pouvoir nous accompagner aussi sur à la fois les projets et le suivi des projets. Donc, juste pour illustrer, par exemple, sur Meravest, ça va vous donner un peu une idée de ce qu'on peut être amené à faire. On a pu accompagner des investissements dans le domaine de la pêche pour permettre le renouvellement de la flottille. Donc 3 armements, 2 armements individuels. Il faut savoir, juste petite parenthèse, quand on investit aujourd'hui dans un chalutier de 22 mètres, c'est un investissement de l'ordre entre 3,5 millions et 4 millions d'euros pour des armements souvent individuels, donc c'est quand même très lourd. Donc nous avons accompagné 3 armements de pêche avec des bateaux plus sûrs, des bateaux moins énergivores, pour permettre aussi une pêche de meilleure qualité. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets, même si très clairement, le Brexit, entre autres, je ne parle pas du Covid-19 à l'heure actuelle, on n'en connaît pas malheureusement la portée, mais le Brexit a marqué un point d'arrêt dans les investissements dans le domaine de la pêche. On a pu accompagner une entreprise comme Ciné. Ciné, c'est un cabinet d'ingénierie dans la région de Caen, qui se développe et qui sur tout ce qui est gestion de la data maritime pour aider les entreprises qui travaillent soit dans les zones portuaires ou soit dans la pose de câbles sous-marins pour pouvoir les aider au mieux dans leur projet. Abyss Ingrédients, c'est une entreprise de la région de Sarzeau, Lorient, pardon. Abyss Ingrédients, Lorient, qui elle travaille les coproduits de poissons. Donc là c'est intéressant puisqu'on est dans l'économie circulaire, c'est une entreprise qui va donc récupérer les têtes de poisson, les arêtes de poisson, les cartilages pour en faire ensuite des compléments dans le domaine de la santé.
Guartex, qui est là et de la région de Sarzeau. Là, c'est une entreprise qui est dans l'équipement nautique. Équipement nautique qui a mis au point un système pour intégrer de la fibre optique dans la toile de bateau et ainsi créer des puits de lumière pour les bimini, les taux de bateaux. Donc toutes ces entreprises sont essentiellement des entreprises de taille PME qui vont faire entre aujourd'hui 5 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment des entreprises de notre région, la région du Grand Ouest. À travers l'autre fonds qui a la même vocation, mais qui lui est plus dédié sur la région des Pays de Loire, on a pu accompagner des entreprises comme Isaqua. Isaqua, c'est une entreprise qui fait de l'élevage de crevettes en aquaponie, donc particulièrement intéressant. On est vraiment dans la start-up à aujourd'hui. AlgoSource, entreprise de la région guérandaise, qui elle travaille la spiruline. Sabella, que vous connaissez peut-être, minima de nom. Là, on est dans les EMR, sur l'hydrolien. Captain, qui est une entreprise qu'on a pu accompagner, qui était dans le digital nautisme, et beaucoup de sujets à l'heure actuelle. On a d'ailleurs bouclé un accompagnement, un investissement de l'entreprise semaine dernière. Donc malgré Covid-19, on continue à avancer, pour lequel on n'a pas encore communiqué, mais qui fait du recyclage de voiles de bateaux, de voiles usagées. On a des sujets aujourd'hui qui sont sur des recyclages pour les filets de pêche, coproduits de coquillages. La culture macroalgue également sont des sujets sur lesquels je pense pouvoir communiquer, j'allais dire dans les jours ou les semaines qui viennent, sur des projets qu'on a pu accompagner. Donc voilà, ça vous donne un peu l'étendue de ce qu'on fait en termes d'intervention. Donc nous, on est basé, moi je suis basé, mon bureau est basé sur Nantes, mais bien évidemment, tout mon territoire est sur le Grand Ouest, que je voulais préciser tout à l'heure. Donc voilà les quelques mots que je souhaitais vous dire pour vous présenter dans un temps relativement court, mais j'espère avoir été le plus à la fois synthétique et clair possible pour tenir dans les 20 minutes qui m'étaient imparties. Merci beaucoup Philippe. Donc on va maintenant passer à la session de questions-réponses et en attendant que les participants écrivent leurs questions dans la fenêtre chatée dédiée, comme tous les jours, je vous propose que nous basculions vers l'écran de facilitation graphique puisque, comme je veux le préciser au début du webinaire, Fanny Didou, donc notre facilitatrice graphique qui travaille avec nous sur ce programme de webinaire, a commencé à dessiner, à représenter graphiquement une synthèse des propos de Philippe. Et donc voilà l'écran et le dessin qui s'affiche et qui restera et qui s'affichera donc sur votre écran durant toute la durée des questions et des réponses. On a des premières questions qui viennent d'arriver, Philippe. Vous avez parlé brièvement des différences entre Litho Invest et Merinvest. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Donc Merinvest, c'est une structure qu'on a créée il y a 1 an et demi maintenant, qui est filiale 100%, donc des fonds de Banque Populaire Crédit Maritime, donc complètement indépendant, y compris dans sa décision. Litho Invest, c'est une structure qu'on a créée il y a un peu plus longtemps, il y a 4 ans et demi, qui est une structure où on est actionnaire principal, mais on y retrouve également la région Pays de Loire, EDF Énergie Nouvelle et 2 structures du monde de la pêche professionnelle en Vendée, qui est aujourd'hui dotée d'un peu plus de 7 millions d'euros et qui a la spécificité d'intervenir à la fois sur la croissance bleue, mais également la croissance verte, donc tout ce qui est transition énergétique, notamment sur le territoire des Pays de Loire. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il existe un fonds équivalent à Merinvest dans la région Sud-PACA? Il y a un fonds qui est en cours de création, puisque l'idée, en tout cas qu'on a créé maintenant il y a 1 an et demi, a fait des émules, et il y a donc la Banque Populaire du Sud et Crédit Maritime Méditerranée qui est en train d'avancer sur la création
leur fonds. Donc si après ça peut intéresser quelques-uns d'entre vous, je pourrais tout à fait vous donner les coordonnées. Le fonds, je pense, verra le jour. Il aurait dû voir le jour juste avant l'été. Bon, compte tenu de la situation actuelle, de la période actuelle, ça peut être un petit peu décalé, mais il y a un fonds qui est en cours de création dans le même ordre d'idée côté sud. D'accord, merci beaucoup. Donc, une nouvelle question. Quel est votre mode de prise de participation pour les startups? Je lis les questions telles qu'elles ont été posées. Alors pour les startups, comme je disais tout à l'heure, on a dédié une poche de l'ordre de 20% à peu près de notre fonds, on va dire de l'ordre de 2 millions d'euros aujourd'hui pour les startups. Donc quand on va intervenir, la plupart du temps, alors soit on intervient sous forme d'action, ce qu'on appelle faire un peu de franglais en equity. Donc on va prendre une part au capital, toujours minoritaire, ça de façon très très claire, c'est systématiquement minoritaire, donc on sera au capital de la société, ou pourquoi pas rentrer sous forme obligataire. Alors ce qui est important aussi de noter, je ne l'ai pas précisé, c'est qu'en ce qui nous concerne, on n'est pas un fonds qui est adossé à de l'épargne publique ou qui va avoir une obligation de sortir au bout de 5 ans, 6 ans ou 7 ans. Bien évidemment, l'idée, nous, c'est de faire tourner aussi les participations pour ensuite pouvoir investir dans d'autres projets, mais dans certains projets, on y sera peut-être dans 7 ans, dans 8 ans, voire plus. Donc on n'a pas d'obligation de sortir, comme c'est le cas parfois, de sortir dans une fenêtre bien précise. Alors, ouais. On continue avec les questions. Une question qui émane d'un courtier en crédit professionnel et qui demande comment nous, les courtiers en crédit professionnel, pouvons-nous vous solliciter? Pouvons vous solliciter, pardon. Moi, je suis pas du tout dans la partie financement. En tout cas, je ne le suis plus. Ça a été mon métier pendant une petite trentaine d'années. Je ne suis plus. S'il y a un sujet lié à une recherche de fonds propres, le mieux c'est de prendre contact avec moi. J'ai laissé mes coordonnées en fin de diaporama. Je ne sais pas si tu fais suivre après Aurélie ou si on a accès à ces coordonnées. Alors, la présentation n'est pas diffusée, mais les coordonnées seront dans l'enregistrement et l'enregistrement sera effectivement mis sur en YouTube. Et sinon, donc sinon, pas de problème. Ou besoin, vers Aurélie et puis qui vous transmettra mes coordonnées sans souci. Alors, on va passer à une autre question. Quels sont les accompagnements possibles pour l'industrie navale et de la plaisance? Au même titre que pour les autres sujets, on n'a pas dédié, on n'a pas fait de répartition sectorielle pour dire tel niveau d'investissement dans tel secteur d'activité. Donc, que ce soit sur de la plaisance ou du naval, on va intervenir dans les mêmes ordres de grandeur, avec les mêmes outils, que ce soit de l'action, que ce soit de l'obligation. Et sur les fourchettes dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand on est à 150 000 euros, on est plus sur de la start-up, entre 150 et 200 000 euros, quand on est sur des entreprises vraiment toutes jeunes. Si c'est pour accompagner d'autres projets qui sont déjà matures, donc des entreprises qui sont en évolution, là on va pouvoir être sur des tickets. Nos tickets moyens aujourd'hui d'intervention sont entre 3 et 500 000 euros à peu près. Donc en termes de montant, on peut aller jusqu'à 750 000 euros sur des projets. D'accord. Alors une autre question, avez-vous des dates ou un calendrier particulier à respecter pour présenter les dossiers start-up? On a un comité d'investissement tous les mois, sachant que la durée, elle est en moyenne un projet, entre le moment où on va rencontrer les porteurs du projet ou l'entreprise, la durée moyenne, c'est entre 3 et 4 mois à peu près pour avancer sur un dossier. Mais tout récemment, l'entreprise dont on vient de boucler l'opération vendredi dernier, c'est une entreprise qu'on a rencontrée début janvier. Vous voyez, janvier, février, mars, en plus avec une période un petit peu compliquée pour boucler au final. On a mis, on va dire, un peu plus de 2 mois et demi pour intervenir. Mais donc tous les mois, moi je réunis un comité d'investissement pour présenter les projets, sachant que ça c'est quelque chose d'important, en tout cas moi j'ai encore une grande importance, les porteurs de projets sont systématiquement invités à venir présenter au comité d'investissement, pitcher, comme on dit, pitcher pendant 1 heure et échanger avec le comité d'investissement. Et ça c'est quelque chose qui paraît très important, que les acteurs soient physiquement présents.
D'accord. Alors, une dernière question de participants et ensuite j'ai une question un peu personnelle. Quelles sont les méthodes de valorisation d'entreprise que vous utilisez pour les sociétés dans lesquelles vous souhaitez investir? Vaste sujet, vaste sujet. Des méthodes, il y a plein de méthodes qui existent. Très clairement, quand on est face à des startups, des entreprises où le marché est à créer, ben, on voit que c'est très compliqué. Quand on est sur des sociétés existantes, bon, là, on a des méthodes qui peuvent exister. On va se rapprocher effectivement de la rentabilité de l'entreprise, du patrimoine de l'entreprise. Donc là, il y a différentes méthodes qui peuvent exister. À un moment donné, il n'y en a qu'une qui est bonne, c'est le prix qu'est prêt à payer un investisseur, quel qu'il soit, pour investir dans l'entreprise, et le prix qui est prêt à payer le vendeur, puisque quelque part c'est le vendeur qui va céder une partie de sa participation à un investisseur. Donc c'est pas une réponse, c'est un peu une réponse de Normand que je fais là maintenant. Mais voilà, on a des méthodes qui peuvent exister dans des entreprises qui sont organisées, qui sont créées, qui ont un véritable chiffre d'affaires. Si on est face à la startup, c'est plus compliqué. Mais au final, il faut qu'on se mette d'accord sur une valorisation. Merci beaucoup. Donc, on va terminer par ma question. Est-ce que vous avez donc des critères, notamment relatifs au développement durable, aux objectifs du développement durable, pour qualifier les projets? Alors on n'a pas intégré les choses auxquelles on a réfléchi. D'un point de vue bancaire, on y réfléchit, puisque bah, c'est pas plus que réfléchi, puisqu'on a intégré des critères type RSE dans les entreprises. Pour le fonds d'investissement, non, on n'a pas aujourd'hui, ce serait mentir de dire qu'on a des critères aujourd'hui qui sont liés à ça. Par contre, il y a un critère qui est très clair, c'est qu'on s'interdit d'intervenir dans des entreprises qui potentiellement ne serait pas en phase, ou en tout cas serait potentiellement destructrice notre environnement. Donc voilà, après c'est vrai qu'on est plutôt sensible quand on parle d'économie circulaire par rapport à deux ou trois entreprises dont je vous ai parlé. Quand on parle d'EMR, c'est vrai qu'on est plutôt sensible à ce type d'entreprise. Là j'ai une entreprise actuellement dont je ne peux pas citer parce qu'on est en cours d'échange avec eux. Mais dans la bioressource, c'est une entreprise qui, si elle perce, et je suis persuadé qu'elle va percer, bah c'est juste magique ce qu'ils vont pouvoir faire et apporter, en termes de soutien de nombreux malades. Mais bon, il est encore un peu tôt pour en Bon, parler. d'accord. Donc merci beaucoup en tout cas pour la présentation. Merci d'avoir répondu aux questions des participants et aussi à la mienne.